Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 20 mai. L'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza. Près de 70 et 80 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés, notamment à Khan Younes au sud. Sous le coup de la pression internationale, l'entité sioniste est sommée d'autoriser l'acheminement des aides humanitaires à Gaza. L'ONU annonce l'entrée d'environ 100 camions supplémentaires transportant des aides d'urgence. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune est invité par l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, pour assister au sommet mondial pour le développement social. Ahmed Attaf à pied d'œuvre à Bruxelles. Le ministre des Affaires étrangères doit participer à la 3e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et de l'Union européenne. Il s'est d'ores et déjà entretenu avec son homologue ukrainien Andriy Sybiha. Et puis poursuite à Alger des travaux des assemblées annuelles du groupe de la Banque islamique de développement, un accent particulier est mis sur la promotion des investissements entre pays membres. Bonsoir à tous. Au 64e jour de la reprise de son agression génocidaire contre la bande de Gaza, l'entité sioniste a commis de nouveaux massacres faisant près de 80 martyrs et des dizaines de blessés, faisant ainsi grimper le bilan des victimes depuis le 7 octobre à 53 573 martyrs et 121 688 blessés. Et toutes les régions de la bande de Gaza sont soumises au bombardement incessant de l'entité sioniste. À Khan Younes au sud, des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et de nombreux autres ont été blessés. Ce mardi, l'hôpital Nasser, bien qu'il fonctionne partiellement, reçoit constamment des victimes. Nous étions dans la partie ouest du camp où se trouve une soupe populaire. Les enfants, toute la famille, du père aux enfants, étaient hébergés dans leur tente pour déplacer. Soudain, un missile de reconnaissance est arrivé. Après le départ de l'enfant, il avait faim. Il a demandé à sa mère. Il a donc cherché à manger à la soupe populaire et est entré chez lui. Soudain, sans avertissement préalable, un missile de reconnaissance a frappé la famille, l'exterminant complètement. Le père, la mère, 2 garçons et 2 filles, 6 personnes ont complètement été exterminées. Et je vous le disais en titre, sous le coup de la pression internationale, l'entité sioniste a été sommée d'autoriser l'acheminement des aides humanitaires bloquées depuis le 2 mars. L'ONU a d'ailleurs indiqué qu'environ 100 camions supplémentaires transportant des aides d'urgence avaient été autorisés à entrer à Gaza. Nous avons demandé et obtenu l'autorisation pour faire entrer davantage de camions aujourd'hui, bien plus que ce qui a été autorisé hier. Et nous espérons bien sûr qu'avec cette autorisation, beaucoup d'entre eux traverseront aujourd'hui pour être récupérés et pénétrer plus loin dans la bande de Gaza pour être distribués. Et la famine causée par 80 jours de blocus de l'entité sioniste continue de faire des victimes. Selon l'UNICEF, le risque de famine plane toujours sur toute l'enclave palestinienne, tout en soulignant que des enfants souffraient et risquaient de mourir, notamment des bébés en couveuse et des nourrissons mal nourris. Pour l'UNICEF, il est donc essentiel d'intensifier l'aide et d'autoriser l'acheminement urgent de fournitures vitales qui sauveront probablement la vie d'enfants en danger à Gaza. Presque tous les articles essentiels dont les enfants ont besoin manquent actuellement, car les stocks reconstitués pendant le cessez-le-feu sont épuisés. Et les camions annoncés pour cette semaine ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux besoins. Il est donc essentiel d'intensifier l'aide et d'autoriser l'acheminement urgent de fournitures vitales comme la nourriture, l'eau, les traitements nutritionnels et les médicaments, car ces fournitures sauveront la vie d'enfants. Or actuellement, des enfants meurent faute d'y avoir accès.
Si quelques camions d'aide humanitaire peuvent enfin entrer dans la bande de Gaza, ils arrivent peut-être trop tard pour certains. Les plus vulnérables, notamment les enfants, meurent encore de faim. Maria Scheuer. À Gaza, les jours passent et les enfants meurent à petit feu. Ils meurent de faim dans une enclave assiégée où les parents luttent pour les nourrir avec presque rien. Ce père de famille fait la queue chaque jour pendant des heures sous un soleil accablant pour apporter un peu de soupe à la maison. D'habitude, il revient les mains vides, mais aujourd'hui, il a réussi à combler sa petite famille. Je suis ici depuis 8 heures du matin, juste pour obtenir une assiette qui suffirait à peine à apaiser notre faim. Cette assiette devrait suffire à 6 personnes. Dieu merci, nous avons obtenu de la nourriture, de la soupe populaire. Maintenant, je vais nourrir mes enfants qui meurent de faim. Hier, nous n'avons pas eu la chance de les nourrir. Dans cette maison, c'est la tentative de survie. Depuis 2 mois, les repas sont aléatoires, même précaires. Les enfants se couchent le ventre vide, parfois 2 jours de suite. Maintenant, grâce à la soupe populaire, vous voyez combien d'enfants j'ai. Voici ma nièce paralysée, voici ma fille qui souffre d'une maladie cardiaque, d'asthme et d'épilepsie. Elle a 7 ans et pèse 11 kilos. Grâce à Dieu, comme vous pouvez le voir, ceci est à la fois le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Dans cette enclave dévastée, ce sont les plus vulnérables qui payent le prix fort. Des milliers d'enfants affaiblis par la faim et la maladie souffrent de malnutrition aiguë. L'aide humanitaire est arrivée trop tard, telle une goutte d'eau dans l'océan, incapable d'apaiser leur faim ni de soulager leur douleur. Une douleur devenue aussi morale que physique. Hier, nous n'avons pas reçu de nourriture, de la soupe populaire, alors nous nous sommes couchés le ventre vide. C'est un problème qui dure depuis plus de 2 mois. Je souhaite que tout le monde nous soutienne. Nos enfants meurent lentement. Dans cette enclave dévastée, livrée à elle-même depuis le début du génocide, les enfants continuent de mourir lentement de faim. À Gaza, la famine n'est plus un risque. C'est devenu une réalité et les enfants en sont les premières victimes, dans un monde qui regarde mais qui ne fait rien. La malnutrition des Palestiniens dans la bande de Gaza s'est gravement répercutée sur leur santé. La crise humanitaire est d'ailleurs aggravée par un système de santé en péril à cause du blocus. De nombreux hôpitaux sont désormais hors service, à l'instar de celui d'Al-Shifa, le plus grand de l'enclave palestinienne. Souhila Kilal. Cette bâtisse éventrée et criblée d'impacts n'est autre que l'hôpital Al-Shifa, le plus grand complexe médical de la bande de Gaza, mais ça c'était avant. À présent, l'établissement ressemble à un vaste champ de ruines. Malgré cela, Al-Shifa continue de fonctionner, mais avec des capacités très limitées. Une aile de l'hôpital a pu être partiellement réhabilitée pour permettre aux équipes médicales de soigner le flux incessant de blessés. Mais dans un hôpital détruit à plus de 90% et un manque sévère de fournitures médicales en tout genre, les médecins se retrouvent trop souvent impuissants. Le nombre de blessés a considérablement augmenté. Nous recevons entre 500 et 600 patients et blessés par jour aux urgences. Un nombre très élevé par rapport à nos moyens. La prise en charge des blessés est extrêmement difficile en raison de la gravité des blessures et du manque de ressources. Nous ne disposons que de 2 blocs opératoires, ce qui est bien trop peu compte tenu du volume de cas critiques. L'intensification des frappes sionistes fait grimper le nombre de cas graves, nécessitant très souvent des interventions rapides. Mais vu le peu de moyens, les médecins se voient obligés de prioriser les cas et à coordonner les transferts avec d'autres hôpitaux, ce qui représente une charge énorme et une pression supplémentaire. Pour les médecins de Gaza, c'est tous les jours la course contre la montre pour sauver des vies. L'état de mon fils est très critique. Il a été touché par un éclat d'obus dans le dos, près d'un rein. Les médecins eux-mêmes sont épuisés par la charge de travail. Ils tiennent à peine debout, tellement ils sont fatigués. J'ai une fracture du bassin. Je suis dans cet état depuis 2 mois et 5 jours. Ma santé se dégrade à cause de la malnutrition et du manque de médicaments. Les médecins font de leur mieux, mais le manque de ressources affecte la santé des patients.
Les hôpitaux de la bande de Gaza et les staffs médicaux étaient depuis le début du génocide dans le collimateur de Netanyahou et Tsaord. Les sièges et les bombardements à répétition étaient tels que le système de santé de l'enclave a connu un effondrement quasi total. Tous les hôpitaux du territoire ont été détruits. Si certains ont pu reprendre à l'image d'Ashifa ou Al-Nasser, d'autres en revanche, comme Kamal Adwan, l'hôpital indonésien ou encore Al-Aouda, sont hors service. Et en guise de pression sur l'entité sioniste, les Houthis au Yémen ont annoncé la mise en place d'un blocus maritime sur le port de Haïfa en territoires occupés. Cela implique toutes les entreprises ayant des navires présents ou se dirigeant vers ce port. Les forces armées yéménites s'appuyant sur Allah et confiant en lui ont décidé avec l'aide d'Allah de mettre en œuvre les directives des dirigeants et de commencer à mettre en œuvre le blocus naval du port de Haïfa. En conséquence, toutes les compagnies dont les navires sont présents ou se dirigent vers ce port sont informées qu'à compter de cette annonce, le port subventionné a été inclus dans la liste des cibles. Elles sont invitées à prendre en considération le contenu de cette déclaration et de toute annonce ultérieure. Cette décision intervient après que les forces armées ont réussi, grâce à Allah, le Tout-Puissant et les bénédictions d'Allah, à imposer un blocus sur le port d'Umm Rashrash et le paralyser. Ils n'hésiteront pas, avec l'aide d'Allah, à prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour soutenir notre peuple palestinien opprimé et sa précieuse résistance. Nucléaire iranien, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a fait part ce mardi de son scepticisme quant à l'issue des pourparlers en cours entre l'Iran et les États-Unis. Il a notamment souligné que nier le droit de l'Iran à enrichir de l'uranium était une grosse erreur. Dire que nous n'autoriserons pas l'Iran à enrichir l'uranium est une façon de faire qui dépasse les bornes. Personne n'attend la permission des autres. La République islamique a une politique, une méthode qu'elle continue à appliquer. Des pourparlers indirects ont également eu lieu pendant le mandat d'Ebrahim Raïssi, comme c'est le cas actuellement. Ils n'ont abouti à aucun résultat et nous ne pensons pas que les négociations actuelles aboutiront non plus. Nous ignorons ce qui va se passer. Dans l'actualité aussi, l'Union européenne est prête à lever toutes les sanctions économiques encore en vigueur contre la Syrie. Selon plusieurs diplomates européens, ces sanctions concernent essentiellement le système bancaire syrien, jusque-là interdit d'accès au marché international des capitaux, une décision saluée par Damas. Je vous en parlais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mardi l'ambassadeur du Qatar auprès de l'Algérie, Abdelaziz Ben Ali Ahmed Nama Al-Nama, qui lui a remis une invitation de l'émir qatari, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, et ce pour assister au sommet mondial pour le développement social prévu au Qatar. Ouverture demain à Bruxelles des travaux de la 3e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et de l'Union européenne. L'Algérie sera représentée par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Les travaux se pencheront sur l'évaluation des progrès réalisés en matière d'engagement visant à renforcer le partenariat Afrique-Europe dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement durable. La réunion sera aussi l'occasion de discuter des moyens d'insuffler davantage de dynamique et d'efficacité à ce partenariat, notamment dans la perspective de la préparation du 7e sommet Union africaine-Union européenne qui devrait se tenir à l'avenir dans un pays africain. Et à la veille de ce rendez-vous, le ministre algérien des Affaires étrangères a participé à Bruxelles à une réunion de coordination qui a réuni les ministres africains des Affaires étrangères et le président de la Commission de l'Union africaine en préparation de la 3e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et de l'Union européenne.
Toujours à la veille de sa participation à la 3e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et de l'Union européenne. Ahmed Attaf s'est entretenu à Bruxelles avec son homologue ukrainien Andriy Sybiha. Outre le renforcement de la coopération bilatérale, la réunion a été l'occasion de passer en revue les efforts visant à trouver un règlement pacifique au conflit russo-ukrainien, en particulier les résultats des récentes négociations entre les deux parties à Istanbul et les perspectives de mettre fin au conflit et de parvenir à une paix juste, durable et définitive entre les deux pays. Le président du groupe de la Banque islamique de développement, Mohamed Ben Sulayman Al Jasser, a affirmé ce mardi à Alger que la Banque islamique de développement accordait une grande importance à la promotion des investissements entre pays membres, à la facilitation de la circulation des capitaux et au renforcement de la croissance commune. Mohamed Ben Sulayman Al Jasser s'exprimait lors du forum du secteur privé organisé dans le cadre des travaux des assemblées annuelles du groupe de la BIDA. Nous accordons au sein de la Banque islamique de développement une grande importance à la promotion de l'investissement, à la facilitation de la circulation des capitaux et à l'expansion des crédits à l'exportation. Dans ce cadre, la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation a joué depuis sa création un rôle crucial en proposant des solutions d'assurance conformes à la charia, réduisant les risques liés au commerce et à l'investissement dans nos pays. À ce jour, elle a assuré des investissements stratégiques dépassant les 121 milliards de dollars dans des secteurs clés comme l'énergie, les infrastructures, l'industrie, la santé, l'agriculture et autres. Et les travaux des réunions annuelles du groupe de la Banque islamique de développement se sont donc poursuivis ce mardi. Les représentants des 57 pays membres de cette institution financière multilatérale sont réunis jusqu'au 22 mai au Centre international des conférences Abd Latif Rahal à Alger, d'où l'on retrouve d'ailleurs notre envoyé spécial Mohamed Wali Ben Chaban. Bonsoir. Bonsoir Abdelkader, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Al24 News. Alors, la tenue de ces assemblées annuelles de la Banque islamique de développement à Alger revêt un cachet particulier. L'accent est désormais mis sur les investissements au sein des pays membres, Mohamed Wali Ben Chaban. Effectivement, Abdelkader, pour répondre à votre question, permettez-moi de vous dire que les 57 pays membres de la Banque islamique de développement, ainsi que tous les acteurs du secteur des finances, se sont réunis ici à Alger pour dynamiser, booster, accélérer l'investissement, le développement économique au sein des pays membres. Permettez-moi, Abdelkader, de citer quelques chiffres intéressants annoncés ce matin par le président de la BID, M. Mohamed Sulayman Al Jasser, concernant les projets financés par cette institution financière. Il a cité et affirmé que son groupe accorde une importance aux investissements dans plusieurs secteurs, ainsi que la BID a assuré aujourd'hui des investissements stratégiques dépassant les 121 milliards, ainsi que la Société islamique sur le développement du secteur privé a financé depuis sa création plus de 570 projets dans plus de 50 pays pour une valeur dépassant les 7,5 milliards de dollars dans plusieurs domaines notamment. La Société internationale islamique de financement du commerce a fourni des financements cumulés dépassant les 83 milliards de dollars en accordant une attention notamment particulière aux PMU, PMI, petites et moyennes entreprises. Abdelkader, elle poursuit également ses efforts pour renforcer l'intégration économique et stimuler le commerce entre les pays membres de la BID. Mohamed Wali Ben Chaban, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis le Centre international des conférences à Alger, Abd Latif Rahal. Merci.
Dans l'actualité également de ce mardi, le peuple sahraoui commémore aujourd'hui le 52e anniversaire du déclenchement de sa lutte armée pour récupérer ses territoires spoliés par le colonisateur espagnol, puis par l'occupation expansionniste marocaine, et tout en réaffirmant son soutien à son unique et légitime représentant, le Front Polisario. Cette commémoration intervient dans un contexte qui voit la République arabe sahraoui démocratique consolider sa présence au niveau régional et international. L'occasion d'ailleurs pour le président de la RASD, Brahim Rali, de souligner que l'État occupant cherchait à ternir la réputation du peuple sahraoui et sa lutte légitime de libération. La République sahraoui, représentée par l'Armée populaire de libération sahraoui, se considère comme une partie intégrante d'un système de sécurité nécessaire, urgent et intégré avec ses frères alliés, amis et voisins au niveau continental pour faire face aux menaces croissantes imposées par l'État d'occupation marocain avec ses politiques d'expansion et d'agression et son rôle d'entité fonctionnelle à travers ses alliances déclarées avec les puissances coloniales et sionistes et démontre son ouverture pour mettre en œuvre ses agendas destructeurs. Brahim Rali a aussi expliqué que pour parvenir à ses fins, l'occupant marocain exploitait les groupes terroristes dans l'objectif de déstabiliser la région. L'État occupant vise à ternir la réputation du peuple sahraoui, sa lutte de libération et la réputation de son seul représentant légitime, le Front populaire de libération de Saghi al-Hamra et Rio de Oro, en diffusant des mensonges et une propagande malveillante. Dans le même temps, l'État occupant marocain intensifie la formation, le soutien et l'encouragement des gangs de crimes organisés et des groupes terroristes dans la région et les utilise à ses fins. Tout cela sans parler de la menace imminente que cela représente pour la sécurité et la stabilité de toute la région. Il s'agit d'une réalité flagrante et très préoccupante qui exige de toute urgence une coopération, une coordination et une consultation renforcée entre les pays de la région. Allez, dans le conflit russo-ukrainien et à l'heure où les pressions internationales s'accentuent en vue d'un cessez-le-feu, la Russie a indiqué ce mardi que l'Ukraine devait décider si elle coopérait ou non aux discussions au sujet d'un mémorandum sur un éventuel futur accord de paix que Moscou a discuté la veille avec les États-Unis. La partie russe a une fois de plus démontré sa volonté de parvenir à un règlement définitif et équitable de la crise. À cet effet, Moscou proposera à Kiev de travailler sur un mémorandum relatif à un futur accord de paix, tout en progressant vers un règlement du conflit. Il faut comprendre qu'il est impossible d'atteindre cet objectif sans éliminer ses causes profondes. Et pour sa part, la Chine a réaffirmé son soutien au dialogue direct et aux négociations entre la Russie et l'Ukraine, et ce au lendemain de l'appel téléphonique entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. Nous avons pris note de ces informations. La Chine soutient tous les efforts en faveur de la paix, le dialogue direct et les négociations entre la Russie et l'Ukraine, ainsi qu'une résolution politique de la crise. Nous espérons que toutes les parties parviendront, par le dialogue et la négociation, à un accord de paix juste, durable et contraignant, acceptable par tous. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.